Dans cette première partie de l'émission, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent du phénomène de la possession et des maladies mentales. La possession est perçue comme un sentiment d'être accaparé ou prisonnier d'une façon de vivre ou de penser. Il est mentionné que la possession au niveau individuel se manifeste souvent par des manipulations émotionnelles pour créer un voile de sécurité chez le possesseur. Les personnes qui ont tendance à posséder les autres sont généralement celles qui manquent de générosité, de liberté intérieure, de vision de vie et qui ne connaissent pas les lois de la vie ni le droit de chaque individu de se manifester pleinement. Cette possession affective est considérée comme une forme de démagogie, de chantage, d'aliénation et de puérilisme chez ceux qui manquent de maturité. Il est souligné que l'impression d'être possédé est créée de l'extérieur par la personne qui possède, par le biais de multiples impressions et manipulations. Les personnes qui se laissent posséder sont celles qui ont une certaine naïveté et qui manquent d'un centre de gravité. Le manque chez l'être humain qui conduit à se vivre de façon manipulée est l'absence de centricité, une incapacité à utiliser ses émotions de manière intelligente et une tendance à se rattacher à son passé. Cette absence de centricité peut durer des années voire des générations, conduisant à une perte d'identité. L'incapacité à vivre pleinement sa vie selon son potentiel constitue une forme de possession par les autres. Même si la conscience sociale évolue, les individus ne réalisent pas toujours à quel point les autres peuvent être possessifs et vampiriques. Une évolution de conscience permet à l'individu de se dégager de ces formes de possession, en prenant conscience totale de son être. Cela nécessite de couper les liens avec des aspects du passé qui ne correspondent plus à sa façon de vivre. Si cette évolution n'est pas réalisée, l'individu vivra en dessous de sa mesure réelle et cela affectera sa santé mentale, émotionnelle et physique. La mémoire, telle que nous la concevons habituellement, est un mécanisme de rappel qui peut être utilisé contre l'individu pour le maintenir dans une certaine inconscience. L'individu doit prendre conscience de la nature interne de son être psychique et se libérer de l'emprise de la mémoire. La mémoire doit être utilisée de manière créative et ne plus lui nuire de manière punitive ou expérientielle. La mémoire fait partie de l'organisation psychique de l'ego et joue un rôle dans l'accumulation d'informations pour la créativité évolutive de l'individu. Cependant, si la mémoire n'est pas utilisée de manière appropriée, elle peut devenir destructive et entraîner diverses pathologies. L'homme peut être manipulé non seulement par des individus, mais aussi par des forces subtiles. Lorsque l'ego n'est pas pleinement conscient de sa propre lumière, l'individu est susceptible d'être manipulé. Pour être libre, l'homme doit avoir une conscience intégrale de son moi et comprendre le fonctionnement de sa propre machine. Il est nécessaire de se détacher des anciennes connaissances et d'avancer vers une nouvelle orientation pour évoluer. L'être humain est à la fois un véhicule pour certaines forces et un être qui doit évoluer vers une conscience supérieure. L'être humain se pose depuis des millénaires les questions fondamentales de son existence: d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Ces interrogations sont inhérentes à notre conscience et il est contradictoire de ne pas savoir y répondre. Pour trouver ces réponses, il est nécessaire de comprendre les lois du mental, de la pensée et du mémoriel. Il faut également prendre conscience que la pensée n'est pas uniquement biologique, mais fait partie intégrante de notre nature au-delà de notre corps matériel. Ainsi, il est essentiel de se libérer de l'aspect subjectif qui nous possède et qui est la source de nos formes de possession. Pour cela, il est nécessaire d'écouter les personnes qui, au fil des générations, ont apporté des réponses à ces questions existentielles. Ce premier pas permet petit à petit de réaliser que de nombreuses personnes voient et savent dans une certaine direction. Cependant, pour bénéficier de ce que l'on sait, il faut également être capable de le supporter intérieurement. L'homme ne pourra pas avoir une conscience totale de son être sans pouvoir échanger avec d'autres personnes qui partagent la même sensibilité et la même compréhension. Communiquer nos connaissances permet de tester jusqu'où nous pouvons aller dans la compréhension du réel et de briser les limites de notre pensée subjective. Au final, il est essentiel de sortir de l'auto et d'explorer ce qui se cache sous le capot de notre conscience. Cela nous permettra de mieux comprendre notre nature et d'avoir des réponses aux questions fondamentales qui guident notre existence. Dans cette discussion, l'orateur affirme que l'ego de l'homme doit évoluer pour dépasser les contraintes imposées par l'ignorance. S'il ne le fait pas, il sera plongé dans l'inconscience. Cependant, si l'homme parvient à développer la vibration, la force et la sensibilité nécessaires, il pourra se reconnecter avec lui-même et non avec un autre être. L'intervieweur soulève la question de savoir si une personne en contact avec l'invisible peut être piégée par les informations qu'elle reçoit ou être tentée de les imiter même si elles ne lui conviennent pas.
L'orateur affirme que l'invisible est dangereux et trompeur, et qu'il vaut mieux s'abstenir de s'y intéresser. Cependant, il mentionne aussi que l'homme doit mater l'âme, c'est-à-dire transcender les expériences et les mémoires de l'âme pour atteindre l'esprit créatif. Il souligne que la faiblesse de l'ego réside dans sa dépendance aux expériences et aux souvenirs de l'âme. Il explique également que les personnes qui s'intéressent à l'invisible peuvent finir par développer des pathologies, car ces expériences astrales peuvent perturber leur ego et leur faire perdre leurs habitudes et leurs capacités dans la vie quotidienne. En conclusion, l'orateur encourage l'homme à dépasser les conditions imposées par l'âme et à entrer en lutte avec son esprit afin de trouver la force intérieure nécessaire pour évoluer. Il met en garde contre les dangers de l'invisible et souligne l'importance de rester ancré dans la réalité quotidienne. Dans cette conversation, il est suggéré que certains individus ont du mal à s'intégrer dans la société et finissent par se tourner vers des illusions et des connaissances occultes. Ces personnes développent une certaine intuition et prétendent en savoir plus que les autres sur les mondes invisibles. Cela peut conduire à une forme de possession par des forces occultes, qui ont le pouvoir de révéler ce qu'elles souhaitent à l'individu. Le manque de connaissances sur ces mondes invisibles est souligné, et il est mentionné que l'homme doit forcer le monde de la mort à se plier devant lui. Cependant, il est averti de ne pas se laisser manipuler par ces forces invisibles et de rester conscient. Certaines personnes parviennent à équilibrer leur intérêt pour l'invisible avec leurs activités quotidiennes de manière intelligente, en utilisant leur intuition de manière bénéfique. Dans cette discussion, l'invisible est décrit comme étant farouche, menteur et insaisissable. L'homme est considéré comme un être naïf qui ne peut pas comprendre l'invisible. Cependant, travailler avec l'invisible implique de prendre conscience de la source de notre mental et d'interagir avec elle de manière créative, sans s'y soumettre. L'homme conscient ne peut pas être assujetti à l'invisible. Bien que travaillant avec l'invisible, l'individu ne se fait pas dicter quoi faire. L'invisible ne lui dira jamais ce qu'il doit faire, mais peut l'amener à expérimenter certaines choses pour lui montrer ce qu'il devait faire. L'invisible n'est là que pour informer. Si l'on prend des décisions basées sur l'invisible, il faut avoir une relation étroite avec lui, un ego purifié et une conscience mentale pour éviter tout usage inconscient ou orgueilleux de l'invisible. L'équilibre entre l'ego et la source de l'invisible permet à l'homme d'avoir les pouvoirs de sa conscience créative. Cette évolution de l'homme est en cours et il viendra un temps où il sera pleinement maître de lui-même et des plans végétal, astral et mental. La connexion entre l'homme et sa source est inévitable, mais elle se fera à un prix, qui implique le dépassement de l'égoïsme et la réalisation de nouvelles formes de philosophie et de psychologie. Dans cette discussion, il est question de la fusion et de la possession dans le domaine de l'invisible. La fusion est décrite comme une forme de possession, mais avec une source d'énergie plus puissante, provenant de l'homme lui-même. Elle se manifeste par une relation étroite entre l'homme et cette énergie. La fusion nécessite un processus de travail profond pour intégrer cette énergie et atteindre un équilibre. Une fois intégré, l'homme peut retourner à sa vie quotidienne, travailler avec les autres et apporter de nouvelles idées, sans souffrir de l'inconscience du monde. Cependant, il est averti de faire la différence entre la fusion et la possession astrale, en étant conscient et en écoutant les avertissements des personnes ayant une expérience occulte pour éviter des conséquences néfastes. L'auteur souligne l'importance de se méfier de l'astral pour progresser dans son cheminement spirituel. Il mentionne l'importance de ne pas croire aveuglément, car cela peut conduire à se faire manipuler. Il explique que le doute fait partie du processus d'évolution de l'homme et que la source divine et l'astral jouent un rôle dans la création de confusion mentale. Cependant, il souligne que l'homme doit s'efforcer de vibrer et de fonctionner en accord avec une intelligence encore imparfaite, afin de détruire le doute. Il met en garde contre le fait de mettre de l'émotion dans l'expérience, car cela entretient le doute. En ce qui concerne l'action, le doute est considéré comme un enfer, car il est manipulé par l'émotion dans le mental. L'auteur explique que si l'homme ne vivait pas le doute, sa relation avec la source divine lui conférerait un pouvoir énorme. Cependant, pour accéder à ce pouvoir, l'homme doit d'abord vivre le doute pleinement et éliminer l'émotion dans le mental. Il précise que le doute est une petite vibration qui vient remettre en question les pensées et les actions de l'homme, mais que plus il est capable de le supporter, mieux il pourra intégrer sa source divine. Dans cette conversation, il est question de personnes qui se sentent théoriquement intelligentes mais qui rencontrent des difficultés à mettre leur intelligence en pratique. L'interlocuteur explique que cela est dû au manque de pratique dans l'intelligence, à une méconnaissance de ce qu'est réellement l'intelligence. Selon lui,
il faut des années pour acquérir une expérience pratique de l'intelligence. Il souligne l'importance de ne pas remettre en question son intelligence en cas d'erreur, mais plutôt de comprendre que l'erreur est liée au manque de pratique. Il encourage les individus à reconnaître qu'ils sont intelligents mais qu'ils n'ont pas encore la pratique de cette intelligence. Cette prise de conscience permettrait d'éclairer la partie mentale et émotionnelle de leur être et de réaliser une fusion entre l'intelligence cosmique et leur propre intelligence, leur permettant ainsi de devenir de plus en plus sages. L'orateur explique qu'il a personnellement pratiqué l'intelligence pendant 14 ans dans le processus de fusion. Il répond ensuite à une question sur le temps nécessaire pour atteindre cette dynamique, en expliquant que cela dépend des individus, de leur matériel et de leurs capacités. Certaines personnes ont le potentiel et les aptitudes pour atteindre cette fusion plus rapidement que d'autres. Il se décrit lui-même comme un grand psychologue qui connaît bien l'homme et qui possède une clairvoyance sur l'humanité, bien qu'il ne se conforme pas aux normes de la société en tant que psychologue ou psychiatre. Il attribue cela à son expérience, son incarnation et ses vies antérieures. Chacun de nous possède sa propre expérience de la fusion ou de l'unité avec la source. Cependant, pour atteindre cette pleine conscience, il faut apprendre à maîtriser ses émotions, son mental et son ego. Chaque individu a son propre rôle à jouer dans la société, qu'il s'agisse d'être enseignant, médecin, etc. Il n'y a pas de mesure de temps dans ce processus de fusion, chacun progressera à sa propre manière et à son propre rythme. Il est nécessaire de développer une science universelle qui permette d'ouvrir l'homme à cette infinie progression. Pour ceux qui goûtent à cette nouvelle conscience, leur rôle est de montrer l'exemple aux autres, mais aussi d'aider ceux qui en ont besoin. Cependant, il est important d'intervenir de manière consciente et de ne pas s'épuiser en répondant à toutes les sollicitations. L'intervention se fait uniquement lorsque cela est véritablement nécessaire, en fonction de la vibration de la situation. Dans certains cas, il est préférable de laisser les personnes trouver leur propre chemin sans intervention extérieure. En revanche, dans d'autres cas, une intervention physique peut être nécessaire. L'intelligence de la situation et la conscience de la personne guide alors les actions à entreprendre. Cette approche ne dépend pas des émotions ou de la spiritualité, mais de l'intelligence individuelle. Après une intervention émouvante de Bernard de Montréal, l'animateur annonce une pause et remercie chaleureusement son invité. Bernard a partagé son expérience douloureuse mais a également insisté sur l'importance de ne pas se laisser abattre et de garder espoir. Il souhaite ainsi encourager les personnes qui lui ont adressé des appels ou des messages de détresse à réaliser que chaque jour est une nouvelle possibilité et que le soleil se lèvera à nouveau demain. L'animateur exprime sa gratitude envers Bernard pour ses paroles inspirantes.